Hello, I'm Bill Gates. And we are calling it iPhone. Attends, je veux causer de science avec les intellos. Bonjour à tous, je suis Jérôme Colombin. Et bonjour à tous, je suis François Sorel et on est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de... Chez Jérôme et François, le podcast qui, chaque mois, décrypte la tech et l'envers de nos métiers de journaliste geek. Et voilà, c'est l'envers du décor, Jérôme. Alors tu es chez toi, je suis chez moi. Et Nous sommes chez nous. Ce podcast par Zencastr, qui est un outil que tu aimes bien, et qui est bien pratique en fait, et qui est d'une simplicité incroyable. Bravo à eux. Oui, tout à fait. C'est une plateforme américaine. Bon, dommage. mais c'est vraiment bien. Ça enregistre de chaque côté. De plus en plus de podcasteurs font leurs interviews par Zencastr. C'est pas de la pub, hein. C'est juste une petite info comme ça. Et puis le son est bon, hein, remarquez-le, vous qui nous écoutez avec vos petites oreilles et vos petits écouteurs. Ce mois-ci dans Chez Jérôme et François. Alors, au sommaire, on va revenir sur les salons. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à la reprise des salons high-tech ? Vous savez que c'est un rendez-vous, des rendez-vous importants pour suivre l'actualité des nouvelles technologies. On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a pas mal de choses à raconter sur ce sujet. Eh bien oui, puisque le salon Vivatech s'est tenu à Paris. En revanche, d'autres salons, eux, ne se tiennent pas et ne se tiendront pas. Voilà, ne dis pas tout, Jérôme, c'est que le sommaire, là, s'il te plaît. Ce mois-ci, également, François, actualité chargée du côté des grandes marques avec des annonces vraiment intéressantes, notamment du côté des systèmes d'exploitation. Et bien sûr, on va revenir sur la WWDC d'Apple, que vous avez pu suivre d'ailleurs sur 01 TV. Voilà, on en a parlé même sur BFM Business dans Tech & Co avec Jérôme. Et puis l'autre rendez-vous, il est beaucoup plus récent, c'était la keynote Microsoft. Avec l'annonce de Windows 11, voilà, un nouveau Windows qui va arriver très bientôt et qui est assez prometteur. Et puis Jérôme, pour terminer ce podcast, eh bien, nous allons évoquer deux sujets graves d'actualité, de société. Vote électronique, êtes-vous pour ou contre, voilà. et saucisse végétale. Et merguez vegan. Gros dossier quand même. C'est vrai. Non, mais vous verrez, on va parler tout à l'heure de saucisses et de merguez vegan. C'est pas pour rigoler. Voilà, vous savez tout. Merci d'être avec nous. C'est parti pour Chez Jérôme et François. Alors François, il faut bien l'avouer, on était quand même heureux ce mois-ci de pouvoir replonger dans le bain d'un vrai salon high-tech. Mais quelle émotion, Jérôme, quelle émotion lorsque nous avons franchi oui, n'en fais pas trop. Les grandes portes du hall 1, palais des expositions, porte de Versailles à Paris. C'est vrai que c'était quand même une sacrée émotion parce que, mine de rien, Jérôme, on a fait un break de salon de 18 mois, puisque notre précédent salon, c'était le CES 2020. Ah, 18 mois, c'est dingue. C'est dingue quand même. Et voilà. Et donc c'est vrai que c'était un rendez-vous un peu symbolique, parce que mine de rien, on s'est retrouvés avec nos petits badges autour du cou. On a pu se balader pour découvrir donc toutes les innovations qui ont été présentées à Vivatech. Tu trouves pas que tout le monde avait un air un peu ravi, un peu l'air d'être tombé de la soucoupe, tu sais Oui. On se regardait tous. C'est bien, ce machin et tout. Je pense que on en avait tous besoin. On avait tous besoin de ce moment, de reprendre de bonnes habitudes, de pouvoir. En fait, on avait complètement omis les contacts extérieurs, si tu veux, depuis 18 mois. Et là, le fait de se retrouver avec la même passion, la même volonté de découvrir des choses, etc. D'un côté, il y a les startups qui sont là pour nous convaincre de parler d'eux. Nous, on découvre des choses. Et franchement, on sent que c'est positif et on sent que le numérique ne peut pas remplacer ces moments-là. Voilà. Exactement. Voilà. Ce qui était positif aussi, c'est, il fallait pas que ce soit positif, c'était les tests, parce qu'il y avait quand même un contrôle drastique. Donc, soit passe sanitaire. Nous, on a fait nos 2 petits vaccins, donc on a notre passe sanitaire positif. Ah non, moi j'ai été obligé de faire un test PCR parce que ah oui, toi t'avais pas encore fait la deuxième dose. J'avais pas ma deuxième dose, alors depuis je l'ai eu, mais c'est vrai que voilà, j'étais entre 2 doses et j'étais obligé de me faire chatouiller le nez. Je déteste tu as fait un test. D'ailleurs. Je déteste le test PCR. C'est pas très agréable. Mais bon, il fallait le faire parce qu'autrement on pouvait pas rentrer. C'est vrai que les conditions sanitaires étaient très strictes, avec même des conditions de sécurité, je trouve. Beaucoup de fouilles, beaucoup de vérifications des sacs à dos, des trucs et tout comme ça. Bon, c'est normal. Je pense qu'on est toujours un peu en vigipirate, mine de rien.
Et voilà. Et puis après, on était enfin libérés, délivrés, et on a pu se balader dans ce salon. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien. Et en plus, c'était d'autant plus agréable qu'il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude, puisque pour des raisons sanitaires, en fait, la jauge était assez basse. Ils pouvaient pas accepter plus de 5000 personnes, je crois, dans le hall. Hein, donc, alors, oui, on exactement. était à l'aise. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller un petit peu sur 01 TV, hein, sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver les replays de toutes les émissions qu'on a faites là-bas. Hein. Et oui, parce qu'on a fait plusieurs émissions. On a fait 01 Hebdo. Moi, j'ai fait De quoi je me mail. On a fait Village Startup aussi, hein, le vendredi. Ouais, avec des super startups. Avec des super startups, ouais. Ça, c'était vraiment cool. Et puis, moi, j'étais même pour BFM Business, hein, puisque j'ai réalisé un Tech & Co. Depuis là-bas. Donc c'était très bien, c'était très sympa. Et alors d'un côté, on voit que l'activité reprend à Paris et que tout le monde avait le sourire, mais ailleurs, Jérôme, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Eh bien exactement, puisque il y a des salons qui sont carrément annulés, on va en parler, et puis d'autres qui sont vraiment au rabais, hein, et notamment le Mobile World Congress de Barcelone. Alors c'est un peu dommage, ce salon qui déjà a été reculé exprès pour essayer quand même de sauver les meubles. Ça se tient normalement au mois de février à Barcelone, et cette année, eh bien, il a eu lieu, il a lieu en réalité la semaine prochaine, donc le 28, lundi. Et mais il y a plein d'absents, et puis nous n'y serons pas. Eh ben non, on n'y sera pas, et franchement, c'est un crève-cœur parce que alors, on adore ce salon. On adore aller à la rencontre de tous ces constructeurs. C'est vrai que le MWC, c'est vraiment la célébration des télécoms. Hein. Donc, il y a les startups qui font ça, intéressant. Les opérateurs, les constructeurs de smartphones, enfin tout l'écosystème en fait. Et il y a plein de trucs super intéressants. Là, cette année, on n'y est pas allé. Pourquoi ? Tout simplement parce que on s'est rendu compte que on allait s'ennuyer. Voilà, oui. il y a quasi pas d'intervenants. Enfin, en tout cas, il y a du monde, mais les grands, on va dire les grands acteurs des télécoms, sont aux abonnés absents. Il n'y a même pas Nokia, il n'y aura même pas Ericsson, il y aura même pas Samsung. Comment il s'appelle la marque américaine qui fait les puces aussi, Qualcomm. Enfin voilà. Donc le salon a lieu, on ne sait pas trop à quoi ça va servir. Ça va être un peu un rendez-vous business pour les professionnels, mais avec évidemment aussi des mesures sanitaires qui sont très strictes, hein, tout comme Vivatech, ça va être test PCR, vaccination, enfin voilà, la jauge, elle est fixée à 30 000 visiteurs, ce qui est pas mal, hein, quand même. Hein, ouais, mais c'est très grand, hein, le World Congress, c'est quand même immense. En effet, mais avec tout un parcours sanitaire, bien sûr, les gens se croiseront un minimum. Enfin voilà, ça va être un peu compliqué, et donc on va voir, hein, mais j'ai l'impression que ce MWC est mal parti et qui risque de fonctionner un peu en transfusion, si tu veux. Hein. Mais bon, voilà, il mérite d'exister, et on verra bien. Et puis ça devrait reprendre l'année prochaine, quand même. Oui, espérons-le. Ce qui va être intéressant de voir, c'est quelle est la date que vont nous réserver en fait le GSMA, hein, qui est l'organisateur du MWC. Est-ce que ce sera en février 2022 ou est-ce qu'ils vont garder le rythme maintenant fin juin? Ça va être assez intéressant. Ouais. Je pense qu'on saura ça dans les semaines qui viennent. Alors d'un côté, oui. Non, mais c'est de telles grosses machines qu'on peut comprendre que finalement ce soit il faut du temps pour préparer tout ça. Donc les marques n'avaient pas de visibilité sur la situation sanitaire et elles ont dû prendre leurs décisions il y a très longtemps finalement de ne pas venir. Mais tu sais qu'il y a un truc qui est rigolo, c'est que en 2019, pour aller au MWC, tu sais, alors nous, journalistes, évidemment, on paye pas, hein, on est médias. Mais si tu veux, si t'es un exposant ou si t'es un visiteur externe, ça coûtait en 2019 799 €, d'accord, l'entrée. Minimum, hein. Tu sais combien ça coûte cette année? Non. 21. Pour les visiteurs? Oui. 21 €. Ça commence à 21 €. 10 fois moins que Vivatech. Ouais. Vivatech, ça démarre à 200 €, je crois. Ben oui. Donc, pour dire que, voilà, tout le monde rame, hein. Tout le monde rame, et puis vous vous rendez compte un peu ce que ça représente en termes d'économie pour une ville comme Barcelone, hein, le enfin, de perte. Voilà. De perte économique. Ouais. Et puis, il y a des salons qui n'auront pas du tout lieu, hein.
Alors là, rideau, cette année encore, pour la 2e année, notamment l'IFA de Berlin. Et oui, c'est étonnant parce que on s'était dit bon voilà, l'Allemagne est quand même assez dynamique sur la vaccination. En septembre, on peut imaginer que on y verrait plus clair. Eh bien non, et c'est en plus c'est une annonce qui date de quelques semaines. Voilà, les organisateurs de l'IFA ont décidé d'annuler l'édition 2021 purement et simplement. Voilà. Ouais. Pourquoi? Bon, j'imagine que voilà. Pareil, trop d'incertitudes depuis des mois. Exactement. Et, en fait, et puis il faut pas oublier aussi, Jérôme, un truc important, c'est que ces salons, il y a l'aspect sanitaire, mais il y a aussi l'aspect économique. Pour qu'un salon puisse tenir comme ça, il faut qu'il y ait des confirmations des grands constructeurs. Autrement, il n'y a pas d'argent qui rentre et c'est pas rentable. Et je pense que ça devait être trop compliqué pour les organisateurs d'avoir à la fois une certitude sanitaire de pouvoir recevoir beaucoup de monde et puis la confirmation des marques qui, pour la plupart du temps, annulent au dernier moment, tu vois, parce que effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer là cet été. Enfin, il y a encore pas mal d'interrogations concernant cette épidémie, donc. Ouais. Voilà, là pour l'instant, donc l'IFA est annulé. Et puis on a appris autre chose aussi, qui est tombé il y a quelques heures. Le fameux salon dédié aux jeux vidéo, la Paris Games Week, est annulé pour cette édition de 2021. Tu vois. À Paris, qui se tient à Paris normalement, et qui est annulé également. Alors, c'est vrai que la Paris Games Week, c'est bizarre, on pourrait se dire Vivatech a tenu, mais pas la Paris Games Week. Bon, peut-être, pareil, pour des raisons de défection des exposants. Beaucoup sont notamment des entreprises étrangères, même si c'est les représentations en France qui sont présentes. Mais c'est un salon qui, par définition, est hyper dense. Il y a beaucoup de monde. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Voilà, beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément vaccinés. Et puis la Paris Games Week, tu vois, c'est compliqué de mettre des jauges parce qu'il y a c'est un salon, comme tu le disais, qui est plein tout le temps. Il y a des milliers de jeunes qui sont tous les uns sur les autres. La Paris Games Week, c'est vraiment quelque chose à vivre. Et les organisateurs nous disent ceci, le contexte incertain ne nous permet pas d'organiser une édition à la hauteur de nos ambitions et des attentes des joueurs et des joueuses. Voilà. Ouais, et puis en plus, on n'arrête pas de manipuler les trucs. Il aurait fallu désinfecter à chaque fois. Désinfecter les manettes et tout. Ouais. Bon, c'est pas joli tout ça. Jouer par la santé, peut-être. Pas la santé, par la pensée, plutôt. Par la pensée, ouais. Bah, au moins, comme ça, tu touches rien. Bon, écoute, on se dit rendez-vous en 2022 pour, espérons-le, un retour à la normale avec toutes les éditions normales de ces salons. Oui, on croise les doigts pour que tout reprenne très vite normalement. Bon, j'espère que vous êtes bien installés, que vous passez un bon moment. C'est chez Jérôme et François. Et Jérôme, après toutes ces annonces pas forcément folichonne, on va parler des keynotes. Ah, alors, grosse actu quand même, joli mois de juin. Du côté de chez Microsoft, on en parlera tout à l'heure, et du côté de chez Apple. Avec la WWDC, vous savez, ce grand rendez-vous mensuel où Apple trace un peu l'avenir de ces appareils, de ces devices, que ce soit sur iPhone ou sur Mac. C'est vraiment le rendez-vous des développeurs qu'on suit toujours avec beaucoup d'attention parce que c'est toujours intéressant de découvrir un petit peu ce que Apple dévoile dans ses cartons. Et la keynote, on a pu d'ailleurs vous la faire vivre sur 01 TV, comme à chaque fois. C'était avec JB de The E-Collection qui était avec nous, et puis il y avait même Gonzague d'Ambricourt. C'était très cool cette keynote. C'était frais. Et cette keynote était intéressante parce que c'était OS, c'était iOS, macOS, watchOS, etc. Il y a beaucoup de nouveautés qui ont été annoncées et finalement je trouve qu'il y a plusieurs enseignements à tirer de cette keynote. D'abord, je sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai bien aimé parce que c'est la preuve qu'on arrive à faire du neuf et beaucoup de choses neuves sans nouveau hardware, uniquement avec du code finalement. Oui. Plein d'innovations qui ne sont pas matérielles, qui sont purement logicielles. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai que parfois le soft est presque aussi puissant que le hardware. Ouais. Quand tu vois par exemple que le nouvel iPad arrive, la caméra le frontal de l'iPad arrive à suivre en fait si tu veux pendant les visios, les mouvements, visages, avec un zoom, un dézoom quand tu bouges à droite, quand tu bouges à gauche. Bon alors c'est pas nouveau, ça. Tu vois, Facebook l'a fait avec le Portal, etc. Bien sûr. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est quand le soft en fait remplace le hardware dans ce truc-là. Mais c'est vrai que
évidemment, il y a eu, il y a pas mal d'exemples aussi qui ont été présentés à la WWDC sur ce sujet. Ouais, il y a des améliorations sur FaceTime, il y a des améliorations, plein de choses sur les Reconnaissance d'écriture aussi, tu sais, cette fonction-là qui a été présentée, où Live par text. exemple, exactement, tu prends une photo d'un, je sais pas moi, d'un menu, même qui est écrit sur un, je sais pas moi, par exemple sur une Oui, au ardoise, et là, hop, restaurant, oui. voilà, Hop. et ça se transforme en vrai texte, qu'on peut après utiliser. C'est pas mal ça, hein. Ouais. Alors c'est Oui, pas toi nouveau aussi, hein, ça fait des années que ça existe. oui, c'est de la Google est sur le reconnaissance de caractère, hein, c'est voilà, l'OCR. mais ça arrive directement en fait, dans le dur, sur l'iPhone. Ouais. Tu prends l'image d'une carte au restaurant, oui. Moi, je pensais plutôt, tu vois, pour les étudiants, ils sont en cours, il y a des trucs au tableau, tac, ils prennent en photo, ça rentre directement dans leur cours. Ouais, mais tu vois, on a 2 visions un peu différentes. Bonjour les repères, chacun son truc. Ça dit, je suis plus étudiant et je passe plus de temps au Exactement, resto qu'à la et fac, je hein. et je et je et je et je t'avoue que moi, je préfère étudier les cartes des restos Les restos? que les cours des amphis, hein. Ouais, tu m'étonnes. Autre chose intéressante, je sais pas ce que tu en penses également, mais on voit bien avec toutes les annonces qui ont été faites qu'il y a quand même de plus en plus un mouvement qui tente à faire converger tous les environnements Apple, iOS, macOS, iPadOS. De plus en plus, il faut que ce soit communicant, il faut que on puisse passer très facilement de l'un à l'autre. Par exemple, Universal Control sur macOS, c'est ce qui permet d'utiliser, enfin de passer facilement. Tu mets côte Ah à côte oui, un iPad et un Mac et et d'avoir la souris qui te tu passes suit, ta en fait, souris très d facilement d'un côté à l'autre, d'un écran à l'autre, et d'un écran à l'autre. c'est très ingénieux ça, hein, quand même, de la Ouais, part c'est pas d'Apple. mal. Alors On pouvait déjà, hein, faire ç enfin, pas faire alors ça, mais on non, pouvait, dupliquer l'écran de son Mac sur un iPad exactement, sans fil, tout à hein, fait. Ça, c'est on depuis pouvait 2 avec ans, je crois. AirPlay, etc. Mais en fait, Exactement, tu utilisais l'iPad comme un écran secondaire du Mac. Mais tu exactement. sortais d'iPadOS en quelque sorte. Tu ne Oui. pouvais plus interagir avec les applications sur Mmh l'iPad. mh. Mmh mh. Là, c'est pas pareil. Là, tu peux lancer des applications sur l'iPad avec ta souris de ton Mac et puis faire je crois, des copier-coller, etc. Bon, Pas mal, hein, c'est pas pas mal, mal. hein. Ouais, ouais, ouais. Mais le bémol, c'est que iPadOS, c'est toujours pas un OS pour travailler, quoi. C'est pas vrai. C'est un truc Mais je te vois bizarre. tester des fois, hein, parce que Oh là tu as un iPad, là! toi, pour bosser, Attends, quand l'autre on est jour, en on studio. préparait une émission, c'était sur Village Startup à Vivatech, et j'essayais d'avoir le conducteur sur mon iPad qui se trouvait sur un Google Spreadsheet, un tableur, Oui. et c'était l'horreur. Enfin, tu Oui, pouvais pas on pouvait pas le modifier. modifier, mais non, parce Voilà. que c'est pas, il est pas reconnu comme une application de bureau. Enfin, il ne traite pas le navigateur ne gère pas les applis comme un ordi en fait. Je m'en sortais, enfin je m'en sortais plus. Si, on s'en sort, mais c'est très Ouais, pénible quoi. c'était pas pratique, ouais. Parce que Ah oui. iPadOS, non, c'est un truc bizarroïde qui reste entre un smartphone et un ordi, et c'est pas un Ouais. OS qui permet de travailler. En plus, le truc, c'est que tu prends les nouveaux iPads, ça coûte 2 000 balles, hein. Tu prends une Ouais. config un peu costaud avec, le Magic Keyboard là, c'est 2 000 €. Ouais, ouais, 2 ouais. 000 €, c'est le prix d'un MacBook. Donc, enfin, c'est étonnant tout ça. Tu n'as pas la souplesse que tu as sur un ordi. C'est un peu dommage. En effet. Non, en revanche, c'est vrai que l'écran du nouvel iPad Pro est hallucinant, hein. Franchement, Oui, c'est bien. avec ces mini LED là, et cette technologie qui permet d'avoir un contraste, c'est vraiment impressionnant. Mmh, 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 mmh. Mmh, 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 mmh. Et qu'est-ce que tu en penses, Jérôme? Ouais, c'est mon analyse. Bon, enfin, si vous voulez en savoir plus, eh bien, écoutez, allez donc regarder les vidéos que nous avons faites sur 01 TV, hein, aussi bien Oui. le live de la keynote, le débrief de la keynote, le 01 hebdo qui a suivi. Vous ne serez pas Et déçus. voilà. Et si vous en voulez encore, vous allez voir le débrief de Tech Le Co, Tech Co, où qui était très bien, hein, j'en conviens. ouais, avec Jérôme, il y avait, JB de The E-Collection aussi qui était là, et c'était très intéressant. Bon, Jérôme, alors il y a les keynotes Apple, mais il y a aussi quand même Microsoft qui a fait Bah très, oui. très fort. Alors là, c'est beaucoup plus récent, hein, c'était il y a quelques jours. Mm. Microsoft qui a fait une keynote à 11 h pour annoncer Windows 11. Voilà. Ouais, mais il n'a pas fait le 11. Non,
Ils auraient pu faire petite faute de une petite faute de goût. Petite faute de goût. Bon, en tout cas, grosse annonce, Windows 11 quand même. Windows, c'est toujours un événement, un nouveau Windows. Oui. C'est vrai que c'est toujours un événement. Je suis un peu étonné parce que j'avais cru comprendre qu'il n'y aurait plus de grosses mises à jour comme ça et que désormais Windows serait un long fleuve tranquille qui se mettrait à jour petit à petit, mais sans nouvelle version disruptive. Bah, finalement, c'est pas le cas. Ouais, mais tu sais quoi? Je pense que Microsoft s'est rendu compte qu'il fallait communiquer aussi sur un nouveau Windows. Ouais, tout à fait. Comme le fait Apple avec macOS, tu vois? Tous les ans, tu as une nouvelle version avec un nouveau nom, etc. Et je pense que Windows s'est dit, bah voilà, on ait vraiment l'impression d'avoir un nouveau Windows avec de nouvelles fonctionnalités, il faut arrêter Windows 10 et passer à Windows 11. D'autant que cette version de Windows 11 eh bien tranche par rapport à Windows 10. Hein. Il y a plein de choses nouvelles. Rien que le design déjà et l'interface du bureau, etc. Enfin, évidemment, c'est toujours Windows, mais il y a vraiment de gros changements. Hein. Ouais, c'est le plus gros changement, sans doute, il est esthétique, il est au niveau du design, c'est très joli avec des couleurs des couleurs un peu pastel, comme chez Google d'ailleurs, comme sur Android, hein, c'est un peu l'esprit, beaucoup plus aérien. Le bouton démarrer, quand même le sacro-saint bouton démarrer, qui est un peu une espèce de valeur centrale de cohésion de l'informatique. Oui, c'est vrai. Qui change de place. Il passe de la gauche de l'écran, il était en bas à gauche et il va se retrouver au milieu. Et ça, mesdames et messieurs, c'est une petite révolution. C'est une révolution. Oui, on verra. Hein. Tu sais que les utilisateurs de Windows sont très écoutés. Peut-être qu'il reviendra sur le côté gauche. Exactement. Parce tu te rappelles, il y a quelques années de cela, ils avaient changé justement l'interface de démarrage de Windows. Ça avait provoqué un tollé. Ils avaient remis en fait. Windows 8, Windows 8. Tu te rappelles de ça? C'était assez étonnant. Hein. Ouais, donc ils avaient voilà, le remettre. Pas mal de changements. Il paraît qu'il serait plus rapide, plus léger aussi, donc il tournerait encore plus rapidement. Et ça, c'est bien, tu vois, parce que le fait qu'on soit dans cette volonté de la part de tous ces géants de l'internet de proposer à chaque fois des OS encore plus légers, c'est bien parce que ça inverse la tendance. Rappelle-toi, il y a quelques années encore, à chaque fois on avait un OS qui était un truc encore plus lourd, c'est vrai. Ouais. Et là maintenant, on est dans cette logique inverse. Les mises à jour seront plus légères, elles seront plus rapides, et donc ce Windows 11 tournera mieux, visiblement, sur la même machine que où on avait Windows 10. Donc c'est cool. C'est très bien en termes de... Voilà, ça limite un peu la nécessité de changer de matériel, donc c'est bon en termes de protection, enfin d'environnement, etc. Ça fait un peu moins de consommation de hardware. Et puis, il consommera moins en énergie, donc meilleure autonomie, meilleure durée d'utilisation entre deux recharges. Et puis, là encore, par définition, économie d'énergie. Alors, je sais pas si c'est vraiment significatif, mais ça va dans le bon sens. Et puis je sais pas si tu as suivi ça, on en parlait hier dans le débrief de Tech & Co d'ailleurs. Il y a quand même un gros morceau, c'est le Windows Store, le Microsoft Store. Oui. Alors que personne n'utilise, hein, c'est ça le problème. Ouais. Mais qui va s'ouvrir donc à beaucoup plus d'applications et qui en plus enlève on va dire comment on appelle ça ? La commission pour les applications payantes. Tout à fait. C'est-à-dire que Microsoft ne touchera plus un pourcentage sur la vente d'un soft. C'est quand même, alors, moi, je trouve que c'est une pierre dans le jardin d'Apple, quoi. Exactement. C'est vraiment un petit pied de nez de la part de Satya Nadella à Tim Cook, hein. Exactement. Et puis, même si c'est pas le même business, hein, tu vois. Non, c'est pas le même business, c'est pas la même masse critique non plus, quoi. C'est Microsoft Store, à mon avis, ils doivent pas engranger beaucoup de bénéfices avec avec les ventes de logiciels. Hein. C'est pas un gros sacrifice financier qu'ils font, hein. C'est ça. Mais malgré tout, ben voilà, c'est de la com. C'est parce qu'ils peuvent se le permettre, donc ils utilisent ça pour faire de la com face à Apple. Et puis autre chose, le store, ça s'ouvre à Android, et ça c'est quand même vachement marrant aussi. Hein. C'est intéressant. On sait pas trop ce que ça va donner, mais bon. Ouais. Petit bémol aussi, c'est le fait que maintenant, pour se créer un compte Windows, il va falloir laisser son adresse mail. Avant, tu sais, tu pouvais te créer une session Windows en mode un peu ninja, quoi. T'étais pas obligé de laisser ton mail et ton login et tout. Là, maintenant, avec Windows 11, c'est terminé. Tu seras obligé de te loguer avec un mail et un mot de passe. Ouais. Bon, ça va dans le sens de ce qui se fait partout ailleurs. Hein. Oui. C'est vrai. Bon, François, je pense qu'il est temps d'aborder également
deux sujets phares de ce mois de juin. C'est deux vrais sujets de société qui touchent bien sûr. à l'innovation. Exactement, qui touchent l'innovation et puis qui provoquent des frictions dans notre société. J'ai nommé le vote électronique et la merguez végétale. Ouais. Voilà, on commence par quoi? On a du courage, hein. Chez Jérôme et François, on aborde les sujets qui fâchent. Ouais. On peut le dire, hein, Jérôme. Tout à fait. C'est marrant, c'est deux sujets, moi, sur lesquels je me suis pris des shitstorms sur Twitter. Tu t'es pris des chipolatas dans la figure. Ouais. J'ai posté des photos, j'ai fait des tweets, etc. Et on m'est tombé dessus, mais alors je te dis pas. On commence par quoi? Par le vote électronique, tu veux? Oui. Ouais, Bah oui, bon. c'est plus digeste que la saucisse. Bon, le vote électronique, franchement, est-ce que tu n'aimerais pas voter de chez toi, sur ton smartphone, pour élire le président de la République ou les députés? Moi, j'adorerais ça. Et je me dis, alors je mesure aussi bien sûr les difficultés que ça représente, les difficultés Oui, techniques. mais ça, attends, on va en parler. Mais sur le principe, on va en parler. Est-ce que par exemple, tu aurais l'impression que de jouer à un jeu vidéo et que ça perdrait un peu le côté sacré de l'élection et tout? Pas du tout, parce que moi je fais des choses très importantes sur mon smartphone, je gère mon argent, je prends des décisions importantes qui peuvent avoir un impact grave depuis mon téléphone, donc depuis des années, hein, ça va, le numérique on maîtrise et on est responsable, donc de la même manière je pourrais très bien apporter ma pierre à l'édifice de la démocratie en votant via mon smartphone sans aucun problème. Tu es la smartphone génération. Bon, alors moi, je suis évidemment absolument du même avis que toi. Et en plus, on n'est pas les seuls parce que tu as vu, il y a eu plusieurs sondages récemment, comme il y en a d'ailleurs de plus en plus à chaque élection, hein, des sondages qui montrent que les Français ont envie du vote par Internet. Le dernier, c'est 78% des Français qui ont envie de pouvoir voter par Internet. Oui. Alors, d'un côté, il y a cette volonté évidente, et puis de l'autre côté, il y a des freins, des freins technologiques peut-être, des freins de sécurité, des freins aussi, j'allais dire intellectuels, philosophiques, sur cet acte qui est très sacralisé du vote. C'est étrange comme ça cristallise en fait les passions. Alors, ce sujet. Parce qu'il y a une réalité, c'est que si on voulait exactement reproduire en numérique la manière dont on vote aujourd'hui dans des bureaux de vote en réel, en fait, ce n'est pas possible. Il y a plein de problèmes. Là, il y a un problème, c'est que par exemple, il est très difficile de garantir le secret du vote et en même temps le fait que la preuve que c'est bien toi qui votes et que tu n'es pas une personne décédée, que tu n'es pas un compte fantôme, etc. Tu vois, d'un côté, il faut s'identifier de manière très forte, de l'autre côté, il faut garder l'anonymat. Donc ça, c'est pas facile. Mais c'est pas impossible, il y a des solutions. Il y a autre problème, c'est le fait de pas subir des pressions. Donc ça, c'est pas un problème technique, mais c'est quelqu'un qui, par exemple, qui est chez lui et qui et quelqu'un d'autre l'oblige à voter pour de telle ou telle manière. Il y a la transparence, c'est-à-dire le contrôle des opérations. Enfin bref, il y a plein de problèmes techniques. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Mais est-ce qu'il faudrait pas se prendre par la main et se dire, écoutez, on va essayer quand même de régler un certain nombre de problèmes techniques, peut-être même de revoir un petit peu certaines choses au niveau de la manière dont ça se passe, de la procédure, etc. C'est un sujet, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, parce que entre ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, en plus c'est Mais pas. ceux qui sont contre, alors c'est souvent des gens qui sont dans l'informatique. C'est moi tous les gens qui me sont tombés dessus sur Twitter. C'est assez paradoxal parce qu'on aurait pu croire que ces gens-là seraient là pour promouvoir en fait le vote électronique. Eh bien pas du tout mais ça se comprend parce que eux ils sont conscients des faiblesses, des difficultés. Ça augmente aussi les risques de piratage. C'est surtout ça. Imagine un pays étranger qui veut manipuler les élections. Si c'est du numérique, ce sera peut-être plus facile, et encore que ce sera plus facile de s'introduire dans le réseau pour faire tout foirer. Mais tout ça, il y a des réponses face à ça. Après, il y a aussi autre chose, et puis on parlera des saucisses dans un instant, mais si tu le permets, il y a aussi un autre truc, c'est on a tendance à croire que le vote numérique peut faire baisser l'abstention, et apparemment, partout où ça a été utilisé, malgré tout, le vote numérique pour différentes élections, ça ne fait pas baisser l'abstention. Donc, c'est pas non plus la solution miracle au problème de participation. Ça, c'est
Mais je dirais que c'est presque un autre problème en réalité. Oui, mais ça la fera pas baisser si tu veux. Ça fera pas augmenter ça fera pas augmenter l'abstention. Je veux dire, même si on gagne quelques milliers de votes, c'est toujours ça de prix, hein. Voilà, parce que le plus important c'est de voter. Et c'est vrai que moi-même, je t'avoue, alors je remplis mon devoir civique, mais ça m'emmerde parfois d'aller le week-end faire la queue, se retrouver dans un endroit. Et encore, si t'es chez toi à ce moment-là, ça va. Mais tu vois, c'est le week-end où t'as prévu une fête de famille ou effectivement. Voilà, les jeunes ils se déplacent vachement, ils sont chez les uns, chez les autres. Tu vas pas, en fait, tu vas pas renoncer à un week-end avec des amis pour aller voter. C'est pas vrai. Exactement. Et c'est pas parce que on fera ça en quelques secondes sur son smartphone que on n'aura pas autant de profondeur et de gravité dans le geste. C'est ça le truc. Ouais, et voilà, il faut quand même responsabiliser les gens. On fait des choses déjà très importantes sur le smartphone qui peuvent avoir des conséquences importantes. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut voilà, être décomplexé par rapport à ça. Il faut être décomplexé. Mais bon, le fait est qu'il y a encore des problèmes techniques. Et d'ailleurs, si je peux me faire un petit peu de pub au passage, écoute, moi j'ai interviewé des spécialistes vraiment de ces questions-là pour mon podcast Monde Numérique, tu sais, que j'ai lancé la semaine dernière. Que nous vous invitons tous à écouter parce que c'est excellent. Merci François. Et dans le numéro... Partout, hein. Voilà, partout, sur toutes les plateformes, même sur Amazon Music, même sur votre assistant vocal, vous lui dites Alexa, mets le podcast Monde Numérique, ça marche. Et bref, dans l'épisode d'hier, qui est sorti hier, samedi, eh bien écoute, il y a des spécialistes qui disent des trucs super intéressants sur comment on pourrait faire. Eh bien, on écoutera ça avec plaisir, Jérôme. Pour terminer, donc, le sujet le plus grave et le plus important de ce chez Jérôme et François, c'est les merguez véganes. Absolument. Et ça, c'est quand même un gros dossier. Ah oui, c'est un gros dossier. Pourquoi on en parle ? Parce que nous, on est attentifs à toutes les innovations sous toutes leurs formes. Oui. Et alors, en plus, quand c'est dans l'assiette, on est 2 fois plus attentif, faut bien le dire. Tout à fait. Déjà, on est très attentif, même quand c'est pas innovant dans l'assiette. Alors, autant vous dire que dès qu'il y a de l'innovation, voilà. Alors moi, j'ai pas eu, pour tout vous dire, c'est plutôt toi qui vas nous raconter l'histoire, parce que moi, j'ai pas eu encore l'occasion de goûter ces chipots et ces merguez véganes issus, en fait, d'une boîte française qui cartonne, qui s'appelle les Nouveaux Fermiers. Et qui, eh bien voilà, surfe un petit peu, vous savez, sur cette, alors je sais pas si c'est une mode ou une tendance, le fait de proposer des produits, en fait, qui ressemblent à des produits animaux, voilà, en fait, qui ressemblent à de la viande, qui ont le goût de la viande. En fait, c'est imiter un produit carné sans viande. Ouais, tout à fait. Et alors, on connaît déjà les steaks végétaux, qui sont pas mauvais d'ailleurs pour certains. Oui. Voilà. Les Impossible Burger aux US, ça cartonne, hein, ces trucs-là. Hein. Exactement. Il y a Beyond Meat, Impossible Burger, enfin, il y en a d'autres. Hein. Il y a également le poulet végétal à base de soja. Alors ça, j'ai goûté. C'est pas mauvais, mais c'est plus l'assaisonnement qui fait De toute façon, c'est toujours l'assaisonnement qui donne l'impression de manger du poulet. Et la merguez végétale, eh ben, franchement, elle n'est pas mauvaise du tout. Moi, je l'ai testé lors d'une dégustation organisée par Nouveau Fermier, et vraiment, elle passe au barbecue. Alors, elle a l'allure de la saucisse à l'œil, elle a le goût, et ça, bon, ça sont les épices, hein, alors qu'il y a que parce que les merguez en plus c'est quand même assez marqué, tu vois. C'est épicé, c'est relevé, etc. etc. Les merguez, les vraies merguez, on sait jamais trop ce qu'il y a dedans en plus. Hein. En plus. Et là, on sait ce qu'il y a dedans. C'est que du végétal, c'est de la protéine végétale. Pour faire l'espèce de peau, enfin autour, le boyau, c'est de l'algue. Oui. Mais ça n'a pas du tout le goût de la mer, hein, je te rassure. Toi, je sais que c'est pas trop ton truc. Pour goûter alors. Il y a du gras, mais c'est pas du gras animal. Ce sont c'est pas des acides gras saturés. C'est du gras végétal qui est, paraît-il, nettement moins nocif pour la santé. Et le goût est vraiment au rendez-vous. Hein. Et alors surtout, le plus important, et c'est là où il y a beaucoup de travail de recherche et développement, ils attachent énormément d'importance à ça, c'est le ressenti, la texture quand tu croques et quand tu mâches. Et est-ce que tu sais que pour mettre au point ces saucisses végétales, ils ont compté le nombre de mâches, c'est-à-dire le nombre de fois où tu fais avec une bouchée sur une vraie saucisse, et ils ont fait des recherches et des essais jusqu'à ce que on ait le même nombre de mâches avec la saucisse végétale. C'est-à-dire qu'il faut pas que tu la mâches plus longtemps ou moins longtemps, sinon tu n'as plus la même impression.
C'est très intéressant et franchement, tu m'as donné envie de goûter. Donc, et puis en plus, ça s'achète partout, hein, ces trucs-là maintenant. Ouais. C'est les nouveaux fermiers qui font ça. Le seul petit reproche qu'on peut faire, c'est le débat, c'est que c'est vraiment des produits transformés. Hein, c'est-à-dire que tu te retrouves avec des manipulations, on va dire, de plein de protéines végétales. C'est de la. Ils ont plus d'ingénieurs d'ingénieurs agronomes que de cuistots, et que de spécialistes de la viande. Hein. Enfin, pas de la viande, mais. Oui, ce sont des produits transformés, mais écoute, alors leur discours marketing, mais ça se tient quelque part, c'est de dire que c'est pas parce que c'est transformé que c'est pas bon, les produits alimentaires. C'est quand c'est transformé avec de mauvais ingrédients. Et c'est vrai que tous les produits très transformés qu'on peut consommer aujourd'hui, qui sont des produits pas chers, vendus en grande surface, machin, etc., c'est des trucs dégueulasses, quoi, mais parce que les matériaux sont dégueulasses. C'est des assemblages de restes de viande, de trucs de machin, avec beaucoup de produits chimiques. Là, c'est pas du tout ça. On est sur des produits végétaux, naturels pour la plupart. Bon, il y a beaucoup de sel, il y a beaucoup d'eau, hein, mais il y a beaucoup de sel. Ouais, ça c'est vrai. C'est ça le sel est un exhausteur de goût, hein, sans sel. Ouais, tout à fait. Alors. Et dernier point, pourquoi ça énerve aussi ? Parce que les gens disent mais c'est complètement débile. Si vous voulez manger du végétal, mangez des légumes. Pourquoi est-ce que vous avez envie que ça ressemble à des saucisses ? Oui, c'est ça. Ça, c'est le vrai débat. Mais c'est une mauvaise question. C'est pas ça la question. C'est parce que le but du jeu, c'est de séduire et d'intéresser, voire même de convaincre des populations de changer un peu leur alimentation pour des raisons de santé, pour des raisons environnementales. Et pour changer, malgré tout, on est tellement attaché, on aime tellement ces produits-là, on est tellement habitué souvent depuis notre enfance que, moi, tu me dis demain, tu manges plus jamais de saucisses, tu manges que des légumes, je serai le plus malheureux de la terre. Évidemment. En revanche, s'il y a quelque chose qui t'accompagne dans ta transition, je trouve que c'est pas mal. Après, bon, le seul petit truc qu'on peut dire aussi, c'est que on prend des merguez et des chipots. Des merguez et des chipots, t'en manges combien de fois dans l'année ? Oui. Non, mais c'est vrai. Ouais, tu sais, les enfants et tout, souvent dans les familles, on leur fait ça. Ouais, mais attends, sérieux. Franchement, nous qui aimons la viande, combien de fois dans l'année on mange des merguez et des chipots, Jérôme ? Une dizaine de fois. Oui, allez. Mais est-ce que le fait de manger une dizaine de fois des merguez et des chipots, dont on sait que, évidemment, au niveau nutritionnel, c'est dégueulasse, est-ce dans que les cantines, est-ce que ça a un impact sur la santé ? Tu vois ce que je veux dire ? Dans les cantines scolaires, ils mangent très souvent des merguez et des chipots. Ouais. Non, je crois qu'il faut pas. Tu sais, tout le monde mange pas du bœuf de Kobe tous les week-ends, hein, François Sorel. Nous, arrête, j'en sais quelque chose. Franchement, on n'a pas les moyens pour ça. Ça, c'est sûr. Bon, Jérôme, voilà. Écoute, c'est sur cette petite note sur cette envolée nutritionnelle. Lyrico-nutritionnelle. Exactement, que nous allons nous dire au revoir. En tout cas, on a été évidemment très heureux de discuter ensemble et puis aussi de pouvoir partager un peu notre vie. T'as allumé le barbecue là ? Je viens à quelle heure ? J'ai pas allumé. N'oublie pas, tu viens dimanche d'ailleurs. Tiens. Oui, je sais, c'est pour ça. Dimanche, tu viens. Dimanche, je viens, ouais. On va manger quoi ? J'imagine que ça va pas être du végétal. Hein. Je sais pas trop. Je vais peut-être te réserver une surprise. Ah, tu vas me surprendre. Bon, d'accord. Ouais. Ok. Voilà, venez tous. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ça va faire du monde. Là. Ouais. Je jetterai des chipots, tu sais, par l'immeuble, comme ça. Des végétales, bien sûr, les chipots. Bien sûr. Allez, merci à tous de nous suivre, d'être si nombreux à être abonnés à ce podcast et fidèles au rendez-vous. Tous les mois, le dernier dimanche du mois, c'est le rendez-vous à noter sur vos tablettes. Et si vous êtes abonné, c'est automatique, ça arrive directement sur votre smartphone. Voilà, et à très très vite pour un nouveau numéro de chez Jérôme et François. Salut à tous.